une production Binge Audio. Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence. Mon père avait rangé un calepin dans son petit bureau en bois qui donne dans la fenêtre du salon. J'y ai trouvé, comme il me l'avait dit, le numéro du fils de Safia, Mustapha. Prendre la rue Jean Jaurès, descendre Galerie Arsénien. Voiture, où il y a des voitures barrières rouges et blanches. Jamais je n'avais entendu parler de mon cousin, qui vivait à 300 bornes de chez nous. Un coup de téléphone plus tard, nous convenons d'une rencontre dans la foulée, en Seine-Saint-Denis. Romainville, la banlieue parisienne. C'est lui. Dans une ruelle qui abrite plusieurs HLM, la silhouette de mon cousin se dessine. Ça va? Eh bien, bonjour. Je n'ai rien, vous inquiétez pas, je me fais tester en permanence. Je sais pas comment... Comment on fait oui, on fait ça comme ça. Non, mais je t'aurais embrassé volontiers avec le Covid, je peux pas. Il est plus grand que mon père. En le voyant pour la première fois, je me dis que j'aurais voulu qu'il soit là, avec nous, que j'ai tardé à faire cette démarche. Je cherche dans le visage de Mustapha les traits de mon père. Peut-être un peu les yeux, un visage plus carré. Quelques centimètres en plus, c'est sûr, il y a un air de famille. Ça va? Oui, et vous? Voilà. Vous allez bien? Bien sûr. Je marche, ça va. Ouais, mais faites attention. La dernière fois, vous avez fait ça. Ici, on se croirait un peu dans un village kabyle, même si on est à Romainville. Tout le monde se connaît et assure les arrières des autres. Mustapha, après une vie remplie de travail, de famille, vit seul ici. Il est retraité de la RATP. C'est émouvant de découvrir le fils de Safia. Merci de vous accueillir. Allez-y, avec plaisir. Allez-y. Après, on va descendre, on va commander des pizzas. Ce que je comprends aussi, c'est que la nourriture, c'est quand même déjà une préoccupation, donc ça, c'est sûr qu'on est de la même famille. J'essaye de briser la glace, de faire connaissance, l'air de ne pas y toucher. Je t'explique un peu le dispositif ici, un peu. Je suis avec ici Juliette. C'est Juliette, enchantée. Voilà, et Quentin. Quentin, enchanté, voilà. Donc Juliette et... Mais je suis vite dépassée. Joël, qui est le responsable de Binge Audio, est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et je lui ai parlé du fait que j'avais envie de faire un projet autour de ma famille, et voilà. Pourquoi pas. Et il trouvait ça intéressant, et donc voilà. Et puis... Ça peut impliquer énormément de... Hein? Ouais. Impliquer quoi? Non, mais ça implique l'histoire, au fait. Dans le fond, il n'y avait rien à briser. Mustapha s'en fiche des manières. Il m'attendait depuis longtemps. Pas moi, mais ça, oui. Il attendait depuis longtemps que sa parole soit recueillie. Ce n'est pas moi qui guide le tempo. C'est l'histoire, celle qui a été tue trop longtemps. L'histoire du colonialisme, l'histoire de la guerre d'Algérie, tout ça, c'est... Quand tu parles de famille, ils sont tous plus ou moins impliqués ou subis. On a perdu pas mal de... Quand je m'en souviens de tous les hommes que j'avais respectés, parce qu'ils étaient plus âgés que moi, et que j'ai vu, rafler. C'est pas possible. Et quand j'ai appris ce qui s'était passé pour ma mère, j'ai dit, c'est pas possible. Tu sais que ma mère, elle avait qu'une main. L'autre main était brûlée. Oui, mon père m'avait raconté ça. La première image qui ressurgit du passé de Mustapha, c'est le corps mutilé de Safia. Cette main en moins que mon père avait évoquée aussi. Safia l'avait perdue alors qu'elle était bébé. Une évocation qui serre le cœur de mon cousin, comme si pour lui, le sort s'était acharné sur sa mère dès ses premiers jours. Ils m'ont expliqué que ma mère qui était au-dessus
dans son berceau. Elle est tombée, alors que ma grand-mère, elle venait de sortir pour aller chercher quelques légumes dans le jardin, mais c'était pas pour loin. Elle est tombée et le foyer était actif. Il y avait le feu. Sa main qui est tombée là-dedans. Tout le temps que ma grand-mère était dans le jardin, elle brûlait. Quand j'ai vu ça, quand j'ai su ça, j'ai dit quand même, elle n'a pas eu... Elle n'a pas eu beaucoup de... Non, elle n'a pas eu de chance. J'avais 26 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à tout, à ma grand-mère aussi, que je l'appelais maman, parce que c'est elle qui nous a élevés au fait. C'était moi, ma mère, que ma grand-mère, je l'appelais maman, d'ailleurs on l'appelle maman Safia, pour les distinguer, et maman Fessalis. En fait, maman Fessalis, c'est ma grand-mère. Et pourquoi tu l'appelais pas Yayès, comme on appelle les grands-mères? Normalement, les grands-mères. C'est en kabyle. Ah oui, mais on va pas se disputer tout de suite. Je rigole, hein, parce que je sais que parce que en grande Kabylie, on dit. Oui, en grande Kabylie par Jidan ou Yayès. Et voilà. Mustapha est un pionnier. Il a créé l'Académie berbère à Paris, comme s'il voulait réparer l'histoire. Celle qu'on lui a volée pendant la guerre d'Algérie. Celle d'un enfant de 7 ans qui s'est levé un matin du mois de septembre 1954 et qui ne vivait que pour l'école. C'est par là que commence son histoire, par un rêve brisé. Les mains de Mustapha sont posées sur le paquet de mouchoirs qui trône sur la table, entre les biscuits et le café. J'ai été à l'école une année. La première année de ma vie que j'ai été à l'école, la rentrée d'après, je me suis levé de bonne... J'étais content d'aller à l'école. Je me croyais grand et tout, etc. En Kabylie? Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait de l'école. Moi, j'avançais, pour moi, c'était au mois de septembre, donc il faisait froid. C'est la montagne, il faisait froid. Je croyais que c'était le maître, on m'appelait le maître à l'époque, l'instituteur, qui a allumé le poêle pour chauffer la salle. Et tu avais quel âge, là? Oh, j'avais 7 ans. 7 ans? Ah oui, 7 ans. Je voyais ça, mais je continuais à avancer quand même, quoi. Et puis d'arriver, il m'a dit, Mustapha, où est-ce que tu vas? Je dis, mais c'est la rentrée aujourd'hui. Il m'a dit, tu vois pas la fumée? Je dis, si, mais c'est peut-être Del Medjid. Et elle m'a dit, non, pas du tout. Elle a été brûlée par le FLN. C'est fini pour toi l'école. Je pleurais. Quelque temps après, on l'a raflé. Ce même bonhomme-là qui m'a dit non, c'est fini, pour toi l'école, c'est terminé. Qui c'est qui l'a raflé? L'armée française. C'était la guerre. Son école est brûlée par les Felagas qui envoient un signal clair aux villageois et aux Français. Abstenez-vous de mettre vos enfants chez l'occupant. Ici Alger, RTF. À la veille du test politique important de ce matin, celui de la rentrée des classes, les terroristes n'ont pas voulu manquer le rendez-vous du chantage par la violence. En effet, à Alger, il y a quelques jours, le FLN avait fait distribuer des tracts invitant les enfants musulmans à déserter l'école et menaçant les parents de représailles au cas où ils auraient décidé de passer outre. Il est
est certain qu'à Alger, où dès les premières heures de la matinée, les portes des écoles étaient surveillées par des patrouilles, la rentrée s'est effectuée dans un climat sensibilisé à l'extrême par les attentats à la bombe qui ont eu lieu dans la soirée d'hier. Ici Alger, à vous Paris. Si les dates corroborent, nous sommes en septembre 1954. Bientôt, le FLN, le mystérieux Front de Libération Nationale, se fait connaître dans la presse lorsqu'il revendique plus de 30 attentats en différents points du territoire algérien. La guerre d'indépendance vient de commencer. C'est-à-dire que jusque-là, l'armée française, ils envoyaient des bombardiers, vraiment des bombardiers, pas des chasseurs, hein, c'est des bombardiers, en train de bombarder la montagne. Il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien, c'était vraiment pour dire, voilà, on montre notre force, voilà. Là où vous pouvez, courir, on vous rattrape. On regardait, voilà, les avions qui tournaient, qui venaient, qui lâchaient des bombes, et boum. Mais aucun civil, aucun village n'a été visé. Et après, c'était devenu vraiment, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Ça veut dire quoi Ça veut dire la guerre, que des bombardements, et il y a des militaires dans le village. D'ailleurs, ils ont pris une maison. Ils ont installé leur poste là-bas. Quand ils sont venus, évidemment, les FLN, ils les ont attendus. Ils ont essayé de les arrêter. Ils étaient plus ou moins armés, etc. Donc, il y a eu des morts parmi les militaires. Parmi les militaires français. Ah oui. Et des morts aussi parmi les FLN. Et quand le FLN s'est retiré, l'armée française, elle est rentrée dans le village. Et un jour, ma mère a eu une chance inouïe. Elle a été avec les voisines, etc. Elles ont été pour chercher du bois pour l'hiver, parce que là-bas, il neigeait beaucoup. On a toujours eu de la neige, et pour chercher du bois, elles ont été prises par un avion qui venait bombarder les villages, etc. Et ils ont pris ma mère, ma cousine aussi, une Aïchouche, ils l'ont tuée, l'avion l'a tuée sur le champ. Ma mère n'a pas été du tout touchée, pas une seule balle, rien. Elle continue à marcher. Et voilà comment ma mère a échappé pour la première mort. Safia apparaît enfin. Elle vit dans le regard embué de Mustapha. Il la voit et partage ses images. Ma tante, en sursis, marche dans les chemins enneigés, narguant miraculeusement la mort avec ses tatouages sur le visage. La rudesse des hivers en Kabylie n'est rien en comparaison à la foudre qui s'abat sur les civils pour tenir ce petit peuple colonisé bien sage, pris en étau entre le feu de l'armée française et celui du Front de Libération Nationale. C'est pour ça que je te dis, les FLN, franchement, c'est des sauvages. C'est des sauvages, il n'y a rien de rien. Ils veulent absolument nous arracher. Pourquoi c'est des sauvages? Pourquoi? Parce que un jour, quand je me réveillais, je voyais tout, les femmes, les enfants, les hommes, etc. Regarder. J'ai été comme tout le monde là-dedans, je regardais, je voyais le barrage qu'ils ont fait contre les camions, des gens, mais de loin on ne savait pas, hein, des gens en train d'enlever ce barrage. Et Mustapha,
tu vas aller là-bas. Pour te dire à quel point ils étaient cons. D'envoyer un gamin, quoi. M'envoyer, moi, un gamin. Tu reviendras nous dire si c'est des militaires ou non. Je vais, et je cours, etc. Quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien. Ils avaient tout fini, on ne sait même pas qui c'est. J'allais revenir quand les premières bombes commençaient à tomber devant moi, quasiment. Ils ont envoyé des avions de chasse, ils m'ont vu. Et je me cachais derrière les arbres, les oliviers, quoi qu'il y avait là-dedans. Et à un moment donné, j'ai été acculé. Je ne pouvais pas avancer. Si j'avançais, j'étais nu. Je le vois lâcher une bombe. Et donc, je la voyais rentrer comme ça là par terre. Elle n'a jamais éclaté. Quand mon père est arrivé le soir, et pourquoi vous l'avez envoyé? Il les a envoyés, le FLN, dans son intelligence. Ils ont pris mon père, ils l'ont menotté avec de la ficelle, comme ça. Ils le conduisaient pour le tuer, le FLN. Ils se sont dit, bon voilà, parce que tu t'es opposé, tu t'opposes à ce que... Il a dit, mais vous êtes... C'est vous qu'on devrait, comment dire, auquel on devrait mettre des cordes comme ça derrière le dos. Comment vous avez osé envoyer un enfant et vous lui avez demandé de revenir pour vous rendre compte? Inconscient. C'est lui, inconscient. Est-ce que toi, tu as été blessé ou pas pendant la... Oui, un peu, mais c'est pas... T'as pas eu une balle ou quelque chose? Une balle, si, j'ai eu une balle ici. C'est pas rien. C'est là. Ah oui, non, mais c'est là. C'est un impact de balle, c'est une marque de balle sur une jambe. Oui, sur une jambe. Mais elle n'a pas touché l'os. Ah, quelle chance! Eh oui. Non, mais sinon, je serais... Bien sûr. Je serais tombé direct. T'avais quel âge? Je sais pas, j'avais 8 ans, peut-être. 7 ans, 8 ans. Je piégeais, je faisais des pièges pour les oiseaux. J'étais obligé de sortir dehors. Un jour, l'armée française est arrivée. Ils étaient là. Et quand ils m'ont vu, mais c'était de loin, tu vois. Tac, 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 les mitrailleuses, j'ai senti que j'ai été touché, mais ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je continuais à courir. Et la balle, je crois qu'elle doit être là-bas. T'as gardé la balle? Ah ouais. Elle était intacte. C'est de la viande. Elle est rentrée là-dedans, c'est tout. Je vais te la montrer. Je n'ai pas senti, en fait. La voici. Tu l'as gardée toutes ces années? Ah oui, je l'ai gardée. Je l'ai. T'en as fait un porte-clés? Oui. C'est quoi? C'est ta revanche sur les Français? C'est celle-là, ouais. Mustapha se lève et pose fièrement avec sa balle. J'ai toujours trouvé que les Kabyles avaient un certain sens de la formule, démonstration de leur esprit fier et rebelle. C'est la même année, en 1956, que Mustapha fait face à son premier mort. Et l'ombre du massacre d'Aït Soula réapparaît. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un mort par balle. Et celui que j'ai vu, c'était c'est l'Arbien. L'Arbien, il s'appelle l'Arbien. C'est un fou du village. Il est venu, pendant que ça raflait, à Sola. Sola, c'est le village qui est juste au-dessus de nous. Mais nous, dans le village, il y a ce monsieur, le marabout, un peu à moitié fou, en fait. Il est venu chez moi. Enfin, j'étais avec ma mère, etc. Il est venu, elle a dit, tu vas me faire un café. Alors, elle a dit, non, c'est l'arbre. Tu sais bien, tu vois, tu entends ce qui se passe là, pendant que je raflais
les gens d'Aït Sona. Il a dit non, tu ne crains rien, tu vas me faire le café et après tu vas voir, moi aussi je vais aller. Il a dit je m'en vais, je sais pas si on va se revoir, mais tu vas me rejoindre, comme ça. Il est parti. Il est parti et arrivé à Tignes avant, juste sur la route, ils l'ont raflé. Ils l'ont tué, il y a eu pas mal de cadavres. Et quand l'armée française s'est retirée, donc on a été, comme moi-même j'ai été, le premier cadavre que j'ai vu à Angers, c'était ce monsieur. Qui était venu boire un café juste avant. Qui était venu, ma mère lui a fait la allumée. C'était sa dernière... C'était son dernier café. Je l'ai vu, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce qu'il était allongé comme ça, les yeux ouverts. Moi, je croyais qu'il était encore vivant ou quelque chose. Ben non. Toi, tu avais quel âge? Tu avais peut-être 8 ans, là? Oh, 7-8 ans à peu près, oui. Mais pas période, plus, quoi. Oui. Bon, en fait, la mort se rapprochait inexorablement, quoi. Ah, mais tout le temps. Tout le temps. Le cœur naïf de ce village ne battra plus jamais. Le massacre d'Aït Soula a marqué toute la région. Safia a aussi dû entendre les balles siffler toute la journée ce 23 mai. Mustapha a pris cher. Son rêve d'écolier brisé, le massacre du village voisin, et ce fou du village, inerte sous ses yeux d'enfant. La guerre d'Algérie a fait 500 000 morts, dont 400 000 Algériens. Aucune famille n'a pu être épargnée. Faire des arrêts sur image fait ressurgir un passé qui ne passe pas, qui n'est pas encore passé et qui n'a pas encore été raconté. Laissez-nous regarder en arrière. Laissez-nous nous approprier nos histoires, nos mémoires, nous défaire des amnésies. Tout n'a pas été dit.